guerre tunisienne. On a évoqué pendant cette première partie l'aspect, on va dire, militaire, formation de camps, etc. Je voudrais que maintenant on en vienne aux responsabilités politiques. Il y a manifestement, Martine Gosselin, une sorte d'ambiguïté totale de la part du parti au pouvoir Ennahda, qui ne sait pas s'il faut éradiquer ces mouvements de manière militaire, manu militari, ou bien s'il faut les intégrer au jeu politique sous la forme d'un parti salafiste. Est-ce que je me trompe en signalant cette ambiguïté? Sauf qu'il n'est pas dans... Il sait une chose. Ennahda sait que, d'une certaine façon, il ne faut pas se couper de sa base, de ce que Rachid Ghannouchi, donc le chef du parti islamiste, Ennahda, appelle ses enfants. Ça, c'est depuis toujours, enfin depuis la Révolution, qu'il les appelle ses enfants. Ce sont nos enfants. Donc, c'est avec, entre guillemets, nos enfants que s'est jouée cette partie terrible, ce jeu mortifère pour la liberté d'expression et pour la sécurité du peuple tunisien. Et ça veut dire que ces djihadistes sont reconnus comme ses enfants? Alors attention, parce que c'est toujours l'ambiguïté. Ouais. D'abord, on prétend, et là je suis complètement d'accord avec l'analyse de Mesri Haddad, dans le refus de la confusion des mots dans laquelle on se roule actuellement. On prétend d'abord que il y a salafistes et salafistes, il y a des salafistes soft, il y a des salafistes gentils, on m'a même dit qu'il y avait une philosophie salafiste, et puis les autres, ceux qui utilisent la violence, etc. Alors, Ali Larayed, qui est chef du gouvernement tunisien, comme vous l'avez rappelé, et qui a quand même été ministre de l'Intérieur depuis la prise de pouvoir d'Ennahda, et puis depuis le 23 octobre de 2011, Ali Larayed, il n'a strictement rien fait sur le plan sécuritaire pour rassurer ce pays et pour s'opposer à la violence. Il prétend aujourd'hui qu'il les combat. Bien sûr qu'il est obligé de les combattre, mais vous savez qu'à Tunis, par exemple, vous avez eu un porte-parole du ministère de la Défense, les renforts sont arrivés trop tard. Qu'est-ce que cela veut dire? Justement, voilà. On va lui demander, Mokhtar Benasser, oui, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Martine Gosselin quand elle dit « les renforts arrivent trop tard, il n'y a pas de volonté délibérée de la part du pouvoir d'éradiquer ces phénomènes djihadistes ». Non, donc la mission a été bien organisée, elle était bien étudiée, et ça a commencé dès le lundi. On doit dire aussi que ce n'est pas le premier ratissage. On a procédé à ce type de ratissage dans plusieurs parties du pays, dans plusieurs forêts, et on sait pertinemment que cette région-là, une région de Chaambi, s'étend sur une centaine de kilomètres carrés, et la forêt constitue 70% de ce territoire-là. Donc, lorsqu'on a eu l'information qu'il y a des gens qui se cachent dans cette zone-là, avec toutes les précautions et avec la coordination avec le ministère de l'Intérieur et la Garde nationale et les gens de la forêt, on a procédé à ce ratissage. Donc, dire que les renforts sont arrivés en retard, donc de quel renfort s'agit-il? Puisque toutes les unités chargées de cette mission ont été là dès les premiers jours. Mais avec le temps, lorsqu'on a vu que ces terroristes ont changé leur manière de faire, et puisqu'on a trouvé au début des caches qui ont été donc bien camouflées, là on a trouvé des denrées et des médicaments et des documents et de l'eau, donc toute la subsistance nécessaire pour survivre sur le terrain. Maintenant que l'on commençait à mettre donc un dispositif de pièges et de mines dans quelques parties de la forêt, on a procédé à d'autres manières. Donc on a fait le ratissage avec le feu et bien sûr on a renforcé les équipes de l'avant par des équipes spécialisées dans le déminage et par des canins pour quand même détecter ces engins explosifs, etc. Donc voilà, la mission a été bien étudiée. Voilà. Mesri Haddad, l'Occident ne dit pas grand-chose de tout cela. Pourquoi? Est-ce que ça serait reconnaître que la transition démocratique est bien mal engagée en Tunisie que de parler de ce phénomène djihadiste? Ça dépend ce qu'on entend par Occident. En France, par exemple, quand même, on commence, certains partis politiques, les médias surtout, commencent à parler de ce qui se passe exactement, pas seulement en Tunisie d'ailleurs, mais par où est passé le printemps arabe. C'est le rôle et le devoir des médias de rendre compte exactement de la réalité
ce que Marianne, et pas seulement notre amie Martine, mais Marianne en général, fait avec beaucoup d'objectivité. Moi, je veux dire en tant qu'ambassadeur, ex-ambassadeur d'un pays qui était souverain. Je veux dire au porte-parole du ministère de la Défense et en tant que citoyen tunisien aussi, qui regarde son pays s'enfoncer dans la décadence et dans l'insécurité de jour en jour. Attendez, vous préfériez l'ordre ancien? Non, pas du tout. Pas du tout. L'ordre ancien fait partie de l'histoire. Très bien. L'ordre ancien, c'est fini. Nous sommes dans l'ordre nouveau de la démocratie. Qu'est-ce que je dis? Je dis, monsieur le représentant, le porte-parole du ministère de la Défense, dit que la mission est réussie. La mission, mais ponctuellement, celle-ci en l'occurrence. Mais permettez-moi de vous dire que votre mission aurait dû commencer dès janvier 2011. Il aurait fallu, dès lors, s'occuper justement, pas seulement des criminels et des terroristes qu'on a libérés de prison, mais s'occuper aussi de ceux qui ont afflué de l'étranger, qui se sont rués sur la Tunisie parce que c'était justement le moment opportun d'entrer en Tunisie. Alors, on va laisser répondre. Non, juste un mot. On va laisser répondre Mokhtar Ben Nasser. Juste une phrase. Une seule phrase rapidement. Voilà. Un gouvernement dont la moitié a eu une carrière terroriste, jadis et naguère, ne peut pas aujourd'hui traiter le terrorisme qui frappe la Tunisie. Alors, on laisse répondre Mokhtar Ben Nasser en direct de Tunis. Voilà, moi je peux dire que voilà, on est conscient réellement du danger, mais seulement, il ne faut pas exagérer, il ne faut pas le gonfler, mais il ne faut pas non plus le minimiser. Donc le danger existe, mais les forces armées et les forces de sécurité sont conscients de ce sujet et les phénomènes de ratissage ont commencé depuis des années et ça revient à 2 ou 3 ans. Et après la Révolution, quand il y a eu ce phénomène de relâchement donc un peu des forces de l'intérieur, on a vu donc ce phénomène s'agrandir de jour en jour et le risque se dessiner devant tout le monde. Maintenant, cette opération n'est pas la seule, n'est pas la dernière, n'est pas l'unique, et ça continue. Donc maintenant, la mission ne va prendre fin qu'après avoir donc éradiqué ces gens de ce territoire-là, ou bien voir réellement ce qui se trouve derrière ces cachettes et derrière ces grandes forêts. Adel El Tifi. Oui, moi, bien sûr, j'ai dit qu'il y a une responsabilité claire et nette, bien sûr, politique. Il y a même, au-delà du côté politique, le côté organisationnel. On sait que dans l'avant-projet de constitution qui va être discuté, apparemment, les députés de Nahda n'ont pas voulu introduire la formule les forces de l'institution, donc l'armée et les forces de sécurité, une institution républicaine. Elle a été rayée, C'est-à-dire, elle est indiquée sous quelle forme, alors, dans ce projet de constitution dont on sait qu'il est justement capital dans le climat actuel de la Tunisie. Apparemment, ce qu'a exprimé l'armée, et surtout les syndicats des forces de l'ordre, c'est que ça soit clair et net mentionné dans le projet, dans la constitution tunisienne, la neutralité donc de ces institutions face à l'ordre politique. Et en introduisant la formule, par exemple, les forces de l'ordre est une institution républicaine. Elle n'appartient à aucun parti. Ce qui est bizarre, c'est qu'au niveau de la commission discussion, ils étaient d'accord. Quand le projet est passé par la commission de relecture ou quelque chose comme ça, dominée par Nahda, donc cette formule, tout d'un coup, avait disparu. Donc ça, c'est important. Deuxième chose, c'est que ce qui manque pour la Tunisie, moi je comprends qu'il y a tout un contexte, c'est pas Nahda qui a donné lieu à tout ça, ça c'est vrai. Il y a un certain laxisme, je le dis clairement. Il y a tout un contexte, bien sûr, régional, il y a la Libye à côté, où il n'y a pas d'État carrément, parce qu'en Tunisie, il y a eu l'effondrement du régime, mais pas l'effondrement de l'État, ce qui était le problème en Libye. Mais il y a une certaine responsabilité. Par exemple, les Tunisiens veulent des informations. Par exemple, ce qui s'est passé à Bouchibka, ou bien l'arsenal des armes qu'on a trouvé à Tunis. D'ailleurs, on l'a découvert par hasard, parce qu'ils ont suivi une voiture, un véhicule de la compagnie d'électricité qui a été volé, et on a trouvé ces stocks d'armes. On ne sait pas qui était
derrière donc ce stockage d'armes, comment ces armes ont transité jusqu'au cœur de la capitale. C'est ce que nous voulons, nous, Tunisiens, savoir. Ça veut dire qu'il y a donc un verrouillage de l'information par le pouvoir, voilà. Martine Gosselin? Oui, absolument, parce que les journalistes... D'abord, je voudrais remercier monsieur de ce rappel absolument capital sur l'une des nombreuses ambiguïtés et veto mis par Enarda à une vraie constitution. Dans la rédaction du projet de constitution. Ça, c'est capital, ce que monsieur vient de dire. Parce qu'effectivement, d'ailleurs, en voyant le porte-parole du ministère de la Défense, je me disais que finalement, là, on était tous en train, sur le plateau, c'est pas à lui qu'il fallait parler. Parce que l'armée, c'est vrai, l'armée a toujours été totalement neutre. L'armée a été neutre et au contraire, elle a sauvé la révolution. Elle a sauvé la révolution. Là, et n'oublions pas qu'après le meurtre de l'assassinat de Choukri Belaïd, le leader du Front populaire, sa veuve, Basma, a souhaité être protégée par l'armée, mais certainement pas par un dispositif mis en place par Narda, par le ministère de l'Intérieur. Bien entendu que il y a un fossé entre cette armée républicaine, tellement républicaine que vous avez rappelé qu'elle souhaitait que ce soit inscrit dans la Constitution, et puis un pouvoir qui veut... On dit que l'État est en déshérence, mais il veut dessécher l'État, le vider de son sens. Alors, on le voit bien avec la mainmise des milices. Le vider, pourquoi? Pour aboutir à ce que certains appellent un califat? Pour aboutir à une ça théocratie. c'est pas... En fait, dans la logique classique des frères musulmans et de l'islamisme généralement. Donc, normalement, c'est une islamisation de la société pour arriver au pouvoir. Ce qui s'est passé dans le cadre des révolutions arabes, c'est que, voilà, les islamistes ont été projetés dans le pouvoir. C'est l'inverse. Voilà, c'est l'inverse. Donc, ils se sont trouvés face à la société. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent, soit en Égypte, soit en Tunisie? C'est qu'il y a deux choses. Ils veulent utiliser l'institution de l'État pour réislamiser à leur façon la société, donc une démarche contraire à leur habitude et à leur culture. D'autre chose, c'est qu'ils se disent que nous étions, durant des décennies, exclus du pouvoir, de la fonction publique et de l'État. Et c'est ce qui explique qu'ils sont en train d'occuper pas mal de terrain. Mais il faut savoir une chose, c'est que à l'intérieur de chaque institution tunisienne, il y a une vraie résistance des syndicalistes, des cadres, même au niveau du ministère de l'Intérieur. On l'a mentionné, mais ce que je voudrais savoir, et je me tourne vers Mezri Haddad, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, la peur de la part d'Ennahda d'être un peu l'arroseur arrosé en laissant agir des groupes comme ceux qui agissent actuellement dans le nord et surtout à la frontière algérienne, même si ce sont dits les enfants d'Ennahda, est-ce qu'il n'y a pas, malgré tout, cette peur qui serait raisonnable de penser qu'un jour ou l'autre, ils peuvent se retourner contre le pouvoir en place? Bien sûr. Il a dit plus exactement, Martine, il a dit qu'ils sont nos enfants. Ahmed Ghannouchi. Oui, Ghannouchi, le chef spirituel de la démocratie en voie d'islamisation tunisienne, il a dit « ils me font penser à ma jeunesse », plus exactement. Donc, moi j'ajouterais, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait, il ne peut pas. Aujourd'hui, ce sont les siens. L'idéologie islamiste, pour rejoindre nos amis, elle est, par définition même, je parle de l'idéologie, je ne parle pas de tel et tel parti. Je ne parle pas des frères musulmans en Égypte, Ennahda en Tunisie, l'AKP en Turquie, ou les talibans en Afghanistan. L'idéologie en tant que telle, l'islamisme. L'islamisme est, par définition même, théocratique et totalitaire. Théocratique et totalitaire. Il s'adapte, donc, en l'occurrence pour la Tunisie, ça pourrait devenir une dictature théocratique, cela dépendra, ou d'ailleurs une démocratie à la turque, mais tout cela reste du domaine des conjectures. Cela dépendra de la résistance de la société civile et des partis. J'ajouterai juste un mot, s'il vous plaît. Martine a parlé d'ambiguïté dans le discours islamiste. Moi, je parlerai, ayant très bien connu, pas seulement l'idéologie, mais les acteurs, lorsque j'étais moi-même exilé, 12 ans en France, j'ai eu l'occasion donc de les fréquenter. Non, je dirais plutôt la duplicité, et non pas l'ambiguïté. C'est une duplicité entretenue de façon machiavélique. L'armée aujourd'hui, et quand je dis l'armée, aujourd'hui, parce que ce qui est grave, le phénomène qui est grave,
et là je veux vraiment insister, c'est que chaque jour, les Tunisiens s'habituent à quelque chose qui relevait il y a 2 ans de l'absurde, de l'inimaginable. C'est ainsi que les sociétés basculent sans même le savoir dans des régimes islamo-fascistes. Bien, alors, bien sûr. une question qui découle de ce qui vient d'être dit. Est-ce que ça veut dire qu'à l'échelle de l'histoire, est-ce que l'islamisme, tel que vient de le décrire Monsieur Haddad, est-ce que c'est une maladie infantile nécessaire à traverser pour la démocratie, qu'elle soit tunisienne, égyptienne, libyenne, malienne? Alors, il faut redéfinir peut-être les choses. Et il faut aussi faire des nuances, à mon avis. L'islamisme, c'est une approche idéologique de l'islam. C'est une idéologisation de l'islam. Quand l'islam a commencé à être un projet politique possible, c'était au milieu du 19e siècle. Suite au réformisme donc, qui a vu le jour dans l'Empire ottoman, en Égypte et aussi en Tunisie. Et dans ce contexte global d'acculturation, d'agressivité colonialiste à l'époque et tout ça, les débuts en fait des tendances colonialistes, donc c'est une société qui a voulu se préserver et donc se préserver autour de l'identité islamique. Et c'est là que l'islam a commencé à être un projet. Mais c'est très diversifié. Parce qu'il nous reste très peu de temps. Aujourd'hui en Tunisie, comme partout dans le monde arabe et en Égypte, c'est une société qui vit ses contradictions et c'est tout à fait normal. Il y a les islamistes qui pensent que l'islam, c'est un projet de société possible. Mais malheureusement pour eux, et heureusement pour la Tunisie et pour l'histoire, c'est que ce projet ne peut pas passer parce que pour la simple raison, il est contradictoire avec l'esprit du siècle, il est contradictoire avec les traditions culturelles de la Tunisie et il ne peut pas apporter des choses à une révolution qui a été fondée sur des revendications plutôt sociales. Oui. Eh bien, on va en rester là, madame, messieurs. L'opposition, on va malheureusement rester là. Je suis désolé, voilà. Le temps qui nous est imparti est écoulé. Mais on retient effectivement la tradition et la culture sociale de cette révolution qui est capitale dans l'avenir et l'évolution de la Tunisie. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci de votre attention.